Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universaliste pour ce flop dédié aux films de 2022. Alors, tout comme pour la partie sur les séries, je tiens à vous le préciser encore une fois, il ne s'agit pas d'un top flop dédié à toutes les sorties de films de 2022, mais uniquement les films que j'ai personnellement découverts cette année-là. Donc, il y a quelques sorties récentes, mais pas que. Parce que c'est pas sorti dans l'année qu'il faut arrêter d'en parler. Et aussi parce que les youtubeurs cinéphiles qui vous font des top flops sur tout ce qui est sorti dans l'année, il y en a déjà 15 millions, donc je vois pas du tout ce que je pourrais ajouter. Et comme pour la partie sur les séries, n'oubliez pas que ce flop est majoritairement subjectif. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit, mais interdiction d'insulter. Et aussi, les premiers titres du flop ne concernent pas forcément des films de merde, juste des titres que j'ai pas aimés particulièrement. Et donc c'est parti pour le flop 15 des films de 2022. Bonne vidéo à tous. Ça me fait énormément chier, parce que je fais partie de ceux qui considèrent que les 3 films Matrix sont des chefs-d'œuvre. Cependant, vouloir ressusciter une licence qui était entièrement terminée, il y avait littéralement plus rien à raconter, hein, je veux pas spoiler ceux qui n'ont pas vu la trilogie, mais bon, je vais être un peu obligé pour expliquer le scénario, donc si vraiment vous avez envie de rien savoir, je vous mets un timecode pour le numéro d'après, mais je vais être obligé de spoiler au moins les 3 premiers films. L'histoire donc est que Neo a été ressuscité par les machines et réinséré dans la matrice, et a complètement oublié son passé. Il veut se retrouver libéré par une nouvelle escouade d'humains, car oui, la paix a effectivement eu lieu entre les humains et les machines, mais voilà. Et c'est un des premiers reproches que je pourrais faire au film, c'est que pas mal des points du scénario peuvent faire tiquer, surtout si vous connaissez les premiers films, et effectivement, il y a des explications, la plupart du temps, mais c'est des explications qui sont... Ouais, pourquoi pas, voilà, c'est assez vague et on peut se dire... Ouais, parfois c'est un peu facile aussi, donc... Du coup, je sais pas si c'est moi qui ai pas écouté, qu'il y a des trucs qui me sont passés par-dessus la tête, ou si c'est vraiment qu'il y a des incohérences. Évidemment, tout ce qui est univers Matrix et généralement tout ce qui est cinématographie des sœurs Wachowski, c'est pas le truc que il y a beaucoup d'aspects métaphoriques et de trucs à plusieurs échelles de lecture, donc je peux pas légitimement dire non, c'est forcément débile. Faudra au moins que tu revoies le film une deuxième fois pour être sûr que c'est pas moi qui ai mal interprété un truc. Par exemple, on a un moment où quand Neo est sur le point de se faire libérer, le miroir qui est en face de lui ouvre un passage vers le psychiatre qui essaie de le convaincre que non, c'est pas réel. Et il peut y avoir un raisonnement qui justifie ça, il y a pas de problème avec ça, mais de la façon dont ça arrive, tu te dis, ouais, c'est un peu facile quand même, c'est le pourquoi est-ce que ça s'ouvre à ce moment-là, pourquoi il y a ceci, pourquoi cela, c'est un peu problématique. Ou alors on a l'équipe de Bugs qui va rechercher le nouveau Morpheus, qui est en fait bloqué dans un modal, qui est une sorte de matrice de poche, créée par Neo, dans la matrice, et les humains peuvent s'y connecter. Vous êtes sûr? Même moi qui suis ouvert d'esprit, je commence à dire, oh là, il y a... Je suis pas certain à 100% de la logique du truc, quoi. Sinon, globalement, je trouve que les combats sont les plus mauvais de toute la saga Matrix. Enfin, mauvais, c'est pas qu'ils sont pourris, c'est... J'ai même pas jusqu'à dire que c'est mal chorégraphié. Non, ça fait vachement fouillis, en fait. C'est entre eux, effectivement, t'as des scènes où t'as parfois 50 personnes qui sont en train de se battre, tu sais même pas qui est en train de cogner qui, je sais pas, franchement, j'ai trouvé les combats extrêmement fouillis, extrêmement mal gérés. Or, une des raisons pour laquelle j'adore Matrix, c'est aussi pour ça, donc... ça m'a encore plus fait chier. Pourtant, il y avait quelques idées qui étaient assez intéressantes. Comme par exemple le principe il y a plus de cabine téléphonique. Donc les humains, maintenant, pour entrer et sortir de la matrice, ils passent par des miroirs. Et... est-ce que c'est une manière de dire que maintenant, vu que
toute la communication passe par l'apparence et la superficialité. C'est une manière de dire que le miroir, c'est une nouvelle manière de communiquer. Ah, c'est à noter comme truc. Hein. Si ça se trouve c'est de la merde, hein, mais ça vient de me venir comme ça. C'est pourquoi pas. Oui donc, à un moment, une très bonne idée que j'avais trouvée. On a à un moment les héros qui sont coincés dans un train et le seul accès de sortie qu'ils ont, c'est un miroir, mais qui est minuscule. Mais je crois qu'il est voilà, il doit être grand comme ça à peu près. Et bon, évidemment les persos sont en mode non, va peut-être falloir que tu nous trouves autre chose. On va pas pouvoir passer par là. Et leur opérateur leur dit si, va falloir jouer avec les perspectives. Et ça, je me suis dit mais oui, c'est une très bonne idée ça. Justement, la matrice, c'est principalement jouer avec les règles de la physique et essayer de les fucker comme on peut. Justement, jouer avec les principes des distorsions par rapport aux perspectives et tout ça, c'était une très bonne idée, c'était assez original, ça aurait pu être vachement intéressant. Et non, ça ne revient plus jamais dans le film. Ouais, bon bah... Du coup, on aurait pu se contenter de complètement zapper la scène, que ça aura rien changé. Oui, il y a aussi effectivement toute la séquence de fin avec le mode meute, hein, qui est effectivement assez marrant et en même temps assez flippant. Pour moi, c'est clairement pas le meilleur film de la saga. J'irais pas dire que c'est le pire film de tous les temps non plus. Ça a un divertissement plutôt honnête et ça mérite d'être quand même assez intelligent sur certains points. Je me le reverrai sûrement pour essayer de voir si j'ai bien compris les trucs ou si peut-être pour redécouvrir d'autres choses. Mais c'était clairement pas le chef-d'œuvre qu'on aurait pu espérer. Ok, alors, avant de m'engueuler, laissez-moi m'expliquer. Le pitch, c'est que deux astronomes se rendent compte qu'une comète est en train de foncer sur la Terre et pourrait détruire toute forme de vie. Le problème, c'est que la société actuelle est en décalage complet avec la réalité, trop orientée vers la superficialité et l'ultra-consumérisme, ce qui les pousse à ne pas prendre la situation autant au sérieux qu'elle le devrait. Et franchement, en termes de critique sociale, et de critique à pratiquement tous les niveaux, le film est génial. Je pense même que si une situation similaire se passait dans notre monde, les choses se passeraient probablement de cette façon. Maintenant, d'une part, on m'a beaucoup trop survendu le film comme étant un chef-d'œuvre, donc du coup, je m'attendais à un super film. Et non, c'est pas un super film. Je trouve le film trop long. On prétend que c'est une comédie. J'ai pas souri une seule fois. Et malheureusement, c'est très prévisible. Une fois que t'as pigé les intentions du film, c'est-à-dire très vite, tu te doutes que tout ce qu'ils vont tenter, ça va rater. On a une solution pour sauver la planète. Ça va rater, et ça rate. Donc objectivement parlant, oui, c'est une excellente critique de la société. Même d'un point de vue technique, effets spéciaux, jeux d'acteurs, tout ça, j'ai rien à lui reprocher. Mais en termes de scénario, je le trouve pas transcendant. Je le trouve même assez poussif en fait. Donc si vous voulez le mater pour la critique, allez-y, je vous encourage à le faire. Si c'est parce que vous espérez un bon film, perso je peux pas vous le conseiller parce que j'ai vraiment pas apprécié le film en tant que film et probablement que je le reverrai plus jamais. Film germanique comme vous pouvez vous en douter. Alors à la base, pourquoi j'ai voulu voir ce film ? À cause de ce même. 70 ans après la fin de la guerre, Adolf Hitler réapparaît à l'emplacement de son bunker en 2014. D'abord un peu déstabilisé par les changements d'époque, logique, il finit par tomber sur un journaliste qui, persuadé d'avoir trouvé un humoriste et imitateur d'exception, l'embarque dans le but de réaliser le scoop du siècle. Or, bien entendu, le premier objectif du Führer est de revenir en politique. Alors, comment dire ? L'histoire, c'est clairement de la satire, hein, ça on va pas se mentir. On a d'ailleurs plusieurs scènes qui ont été filmées en caméra cachée. Et franchement, ça fait flipper de voir le nombre de potentiels partisans que pourrait avoir un nouveau Hitler. Donc tout le côté satirique et critique sociale, il est bien là, il est très bien utilisé, et effectivement ça fout les jetons de se rendre compte à quel point l'extrême droite est hyper présente dans le pays. Bon là en l'occurrence c'est en Allemagne, mais je pense que ça fout un petit peu tous les pays dans le même panier.
Maintenant, est-ce que c'est une bonne comédie? Pas des masses, non. J'ai pas rigolé une seule fois. Et alors pour le coup, ça me rappelle. Dans le film Les 11 Commandements, il me semble que justement il y avait un sketch où Michael Youn se déguisait en Hitler et faisait à peu près la même chose, les mêmes blagues. Mais justement, c'était un sketch qui durait 15-20 minutes, grand max. Et bah en fait c'est la même chose, mais étalé sur 2 heures. Et non, là c'est là encore, je le redis, en termes de critique c'est très bien. En termes de film comique, c'est lourd et c'est long, c'est chiant, bref. Donc, comme Don't Look Up, si vous voulez le voir pour la critique, je vous le conseille, très fortement. Mais si c'est pour le regarder en tant que comédie, moi c'est je peux pas vous le conseiller, quoi. Pour moi, j'ai un humour qui est pourtant assez facile. Je me marre devant des blagues de Michael Youn, donc c'est quand même une preuve. Mais là, en l'occurrence, voilà, pour moi c'est pas drôle, objectivement c'est un bon film, hein, mais j'ai pas passé un bon moment à le regarder. Ouais, pour moi c'est bof. Ouais. Le pitch, c'est qu'une pianiste aveugle se retrouve impliquée dans une affaire de meurtre, et a fortiori dans des affaires avec un gros criminel de guerre serbe. Donc, avoir Nathalie Dormer en aveugle, je me suis dit pourquoi pas. Plutôt sympa d'avoir des films justement qui mettent en avant des handicaps comme ça. Mais l'intrigue est très prévisible. Tous les retournements de situation, je les ai vus venir plus d'1 heure avant la fin du film, ce qui pour un film d'1h40 est pas bon signe. L'histoire est sympa à suivre, mais sans plus. Il y a une scène de cul pour foutre une scène de cul, ça, vu que la romance ça sort de nulle part. Bref, pour vous occuper 1h40, ça peut le faire, mais très franchement, ça va pas vous marquer. Et moi-même, le lendemain du visionnage du film, j'avais déjà oublié de quoi il parlait. Le truc qui m'a vraiment pas marqué, c'est ni bon, ni mauvais, ni... ça fait passer le temps, voilà. Le truc est tellement rien marquant que j'ai rien d'autre à dire dessus, en fait. Bon, alors, on va commencer avec une petite anecdote véridique à mon sujet, et qui est une des raisons pour laquelle les top flops de films ne suivront jamais l'actualité. Le fait est que je ne vais jamais au cinéma. Entre le prix qui est trop cher, ou d'autres spectateurs qui ne respectent pas du tout le visionnage des autres, déjà tout ça fait que je préfère largement attendre les sorties DVD Blu-ray. Et quitte à payer quasi 20€ un film, autant l'avoir de manière à ce que je puisse le regarder autant de fois que je veux. Mais comme si ça ne suffisait pas, voici de nombreuses années, quand tu allais au cinéma, voilà, avant le début du film, tu avais des bandes annonces. Logique. Puis, après quelques temps, on a commencé à mettre de la pub. Genre des pubs Carglass ou des pubs pour ce qui là déjà est beaucoup moins logique. Et moi me faisait bien chier. Voilà, si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai un gros passif avec les pubs, j'ai horreur de ça. Et si vous en voyez sur mes vidéos, c'est pas moi qui les mets, c'est YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que je vous encourage à mettre des bloqueurs de pub. Hein. Ça me dérange pas du tout, vous le faites. Au contraire, ça vous garantira un visionnage tranquille. Donc allez-y, faites-le. Donc tout ça combiné, j'avais plus envie d'aller dans les salles. Hein. Les seules raisons pour lesquelles j'y allais, c'était parce que j'y allais avec des potes. Et je crois que le tout dernier film que je suis allé voir, c'était Infinity War, il me semble. Et après, j'y suis plus jamais retourné. Et donc du coup, j'y suis retourné cette année parce qu'il y avait vraiment 2 films que je voulais voir, que je ne voulais pas attendre. Et en arrivant au ciné, avant le démarrage du film, on a des pubs classiques. Et maintenant, ils font des pubs pour les commerces de proximité. Sans déconner, sur la demi-heure que j'ai passé à attendre le film, j'ai dû voir 3 bandes annonces de films. En fait, à chaque fois que je vais au cinéma, le cinéma me donne une nouvelle raison de ne pas revenir.
Donc voilà, vous savez que je déteste le cinéma et que je fais tout mon possible pour l'éviter quand je le peux. Bref, l'histoire est donc celle d'Alitea, une narratologue qui se retrouve à Istanbul pour une conférence. Sauf qu'elle découvre dans le grand bazar une petite bouteille qui, une fois nettoyée, libère un djinn qui lui propose d'exaucer 3 de ses vœux. Et il faut savoir un truc, c'est que je suis hyper fan du principe du génie de la lampe, à tel point que je suis même assez surpris qu'on n'ait pas autant davantage bossé le sujet, que ça ait pas eu plus d'impact dans la culture pop. Donc déjà, j'étais hypé, et en plus, le truc est réalisé par George Miller, c'est-à-dire le réalisateur, entre autres, des Mad Max. Donc vous comprenez que j'étais un peu pressé de le voir. Et j'ai adoré la première moitié du film, où l'héroïne en fait a l'habitude des histoires de djinns, et comme elle se doute, si je fais mes vœux, il va essayer de me filouter à un moment ou à un autre, elle essaye de le faire parler pour en savoir un peu plus. Et tandis que le djinn, lui, va essayer de lui raconter ses propres mésaventures, comment il a fait pour en arriver là, pour essayer de la convaincre. Et les histoires qu'il raconte étaient vraiment très intéressantes. Pour moi, c'est la partie la plus fun et la plus intéressante du film. Puis on arrive à la deuxième moitié, enfin, à peu près la deuxième moitié, je crois, où Alitea commence à faire ses vœux. Et là, le film devient chiant. C'est parce que déjà, dès le premier vœu, ça commençait à puer, en fait. Alors, spoiler alerte, je vais juste révéler quel est le premier vœu. Encore une fois, je vous mets un timecode si vous voulez pas savoir. En fait, son premier vœu, c'est que les deux protagonistes tombent amoureux. Mais j'ai beau adorer le jeu des acteurs, pour ce qui était de l'aspect romance entre eux, c'était le minimum syndical, c'était pas possible. À aucun moment j'ai ressenti la moindre passion, la moindre alchimie amoureuse. S'il y a eu un ou deux hugs de circonstance, c'était et peut-être 2-3 mots doux, mais sinon c'est tout. On aurait dit non, ils sont juste potes, ça aurait rien changé quoi. Et du coup le reste du film est chiant. C'est entre la romance forcée et le fait qu'il y a plus vraiment d'intérêt à suivre l'histoire en fait. Alors qu'on aurait pu jouer sur tout un tas d'autres choses. Genre, Alitea est une experte dans tout ce qui est histoire, donc elle aurait pu, je sais pas, demander au djinn, raconte-moi encore plus d'histoires que je puisse m'en servir pour mon boulot. On pourrait s'intéresser justement au monde des djinns qui visiblement existait et était très présent. C'est au tout début de l'histoire, on a Alitea qui est une espèce de, on croit que on sait pas si c'est une hallucination, d'une espèce d'entité qui lui fonce dessus, et tu dis ouais, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est tout ce qu'on vit, tout ce qu'elle vit, c'est une hallucination, ou il y a vraiment des entités surnaturelles dans le... Le film avait au moins une centaine d'autres voies possibles, et il a pris la moins intéressante. Et je trouve que cet aspect est extrêmement frustrant. Ah, oui, j'ai aussi remarqué une énorme incohérence dans le film. En fait, quand le djinn arrive à Londres, il est très perturbé à cause de toutes les ondes constantes, en fait, qui sont le Wi-Fi, les ondes téléphoniques, tout ça. Mec, et là je m'adresse autant au djinn qu'au réalisateur ou au scénariste, t'es au courant que à Istanbul aussi, il y a des réseaux téléphoniques et il y a Internet? Eux aussi, ils sont à l'ère du numérique, hein, c'est le... Donc bref, je serais presque à vous dire que oui, vous pouvez mater ce film, mais uniquement pour la première partie. C'est à partir du moment où Alitea commence à faire ses vœux, vous pouvez arrêter le visionnage parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Je sais. Ce film a un statut culte. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que j'ai voulu le voir. L'histoire est donc celle de Seymour, un jeune employé dans une modeste boutique de fleurs, qui au cours d'une éclipse a trouvé une plante très étrange, qui va commencer à attirer un grand nombre de clients, faisant la fortune du propriétaire. L'inconvénient étant que la plante est en fait d'origine extraterrestre, se nourrit de sang humain et grandit de plus en plus, tout en apportant le succès et la chance à Seymour. Je savais pas que c'était une comédie musicale. Et j'ai rien contre le genre, hein, je précise tout de suite. J'avais adoré Nine, je suis toujours très fan de Sweeney Todd, et j'aime beaucoup énormément de chansons Disney. Y a pas plus de comédie musicale que les films de Disney. Mais là, non. Les chansons de la petite boutique des horreurs sont des horreurs. Soit elles sont pas fameuses, soit elles sont tout bonnement horribles à écouter. L'histoire en elle-même est pas très intéressante non plus. Et extrêmement prévisible qui plus est. J'ai une dent
particulière contre le personnage d'Audrey, qui est une espèce de greluche à gros nibards et au QI réduit. Donc déjà, de base, je l'aime pas. Et en plus, la VF a eu l'excellente idée de lui filer une voix très haut perchée, ce qui accentue encore plus le côté insupportable du personnage. Les seuls bons points de l'histoire, et clairement la raison pour laquelle ce titre est pas plus haut dans le flop, c'était pour les rôles de Steve Martin et Bill Murray. Steve Martin qui joue un blouson noir qui est en fait le petit ami violent d'Audrey, et qui en fait est un gros sadique qui est dentiste. C'est la séquence... déjà, sa séquence à lui est extraordinaire, c'est à mourir de rire, et quand il y a... quand il y a Bill Murray qui arrive, qui lui est un masochiste et qui essaie de se repérer, là c'était vraiment hilarant. Pour moi c'était vraiment le meilleur moment du film, mais dès que ça s'était passé, j'ai fait ouais bon, il y a plus d'intérêt en fait. Je reconnais aussi que il y a eu une manière de faire bouger la plante pour l'époque qui était pour moi plutôt intéressante. C'était plutôt agréable à voir. Mais en dehors de ça, l'histoire est pas très intéressante. Les chansons sont majoritairement pourries. Et non, c'est pas un film que je vous recommanderais sincèrement. L'histoire est celle de Annabelle Kosminski, venue d'Allemagne pour retrouver sa famille, mais qui déchante bien vite en apprenant que son frère Jacob est accusé d'être le responsable des crimes commis par Jack l'Éventreur. Je sais pas à quoi je m'attendais en regardant ce film. Un minimum de qualité, de tension, d'originalité, je sais pas. Le film est pas intéressant. Il est censé apporter un nouveau point de vue sur le mythe de Jack l'Éventreur, sauf que il n'y a rien d'innovant ou d'intéressant dans ce qu'il raconte. L'intrigue policière est affreusement classique et prévisible, et surtout t'as parfois de grosses incohérences dans la logique des personnages. Par exemple, à un moment, l'héroïne a compris que son logeur la prenait en photo en petite tenue. Et alors qu'elle vient le confronter, il lui avoue qu'il est homosexuel, et Annabelle se met à sourire comme si elle venait de rencontrer son meilleur pote. Meuf, il est peut-être gay, mais le gars t'a quand même pris en photo à moitié à poil. Puis bon, c'est pas parce que t'es homosexuel que tu peux pas être un tueur en série. Bref, le film est pas intéressant, il est pas cohérent, et il est chiant comme la pluie. Donc franchement, à zapper. Bon, bah là je pense que vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule, parce que je l'ai un peu cherché en fait. Donc là vous l'avez compris, je suis un gros fan de tout ce qui est combat chorégraphié, dont je suis notamment plusieurs chaînes en lien avec cette pratique, et parmi toutes ces vidéos, il y a quelques noms de cascadeurs qui reviennent régulièrement et que j'aime beaucoup pour leur capacité. Mikey Facinello, Brendan Ward, Guy Da Silva, et d'ailleurs je suis plutôt heureux que ça marche pour eux en fait. Maintenant ils sont vraiment cascadeurs professionnels et il y en a certains ils ont été présents dans le MCU quoi. Et parmi mes combattants favoris, il y en a une qui a eu la chance, on va dire, de devenir actrice principale, c'est-à-dire Amy Johnston. Et j'avais tellement envie de voir ce que pouvait donner un film entier avec cette meuf au premier plan, qui est franchement une très bonne combattante en plus. Hein. C'est littéralement elle pourrait avoir dans la nouvelle série des Mortal Kombat, qui se spécialise dans les acteurs qui ont vraiment des compétences en arts martiaux. Elle pourrait être dedans, ça passe crème. Et autant je confirme que en tant qu'actrice de combat, elle gère à mort. Elle est très douée pour jouer la meuf en colère, la fille qui douille. Par contre, t'as une scène où elle est censée pleurer. Tu sens que c'est pas son registre. Non, elle est pas douée là-dessus. Là, bref, le film est une suite spirituelle à Bloodsport avec Van Damme, que j'ai jamais vu donc je vais pas pouvoir critiquer. Il nous raconte donc les mésaventures de Jane Jones, dont le père a participé au Kumite, un tournoi d'arts martiaux de Hong Kong qui réunit des experts dans plusieurs styles de combat différents. Mais malheureusement, le père Jones a disparu dans la nature. Elle choisit donc de s'y rendre et d'y participer, et est alors prise sous l'aile d'une professionnelle du Kung-Fu. Bon, on va commencer par les quelques bons points. Il y a quelques combats qui sont bien.
Voilà, c'est... Enfin, bien. Qui sont pas mal. Ils sont pas trop mal pour un film de combat. Le problème, bah, c'est que ça ne concerne pas la majorité des fights. Je vous cache pas que j'étais très souvent à attendre un mouvement ou une manière de filmer vraiment particulière pour le... Du coup, je restais très souvent sur ma faim. C'est quand même un comble. Un film de combat où les combats sont mal foutus. En fait, les seules bonnes bastons, c'est celles de l'héroïne, et encore pas 100% du temps. Il y avait plein d'idées qui étaient... des bases d'idées qui étaient plutôt bonnes, genre Jane et sa rivale qui sympathisent de plus en plus au fil du tournoi, ou la relation qu'elle pouvait avoir avec sa mère, l'espèce de capacité que sa prof a de discuter avec une espèce de fantôme dont on n'entend plus jamais parler, et tu dis à chaque fois, ouais, ça a l'air intéressant, est-ce qu'on peut développer? Non. Visiblement c'est... Je sais pas si ça a été cuté ou si juste ils en avaient rien à foutre, sinon beaucoup d'éléments sont très prévisibles. Ça, le coup de la Ruskov psychopathe, je pense que tous ceux qui voient le film se disent, il va se passer ça. C'est exactement ça. Il y avait même un coup où on a l'héroïne qui est en son tout dernier combat, elle est sur le point de perdre, et là tu as le fantôme du paternel qui apparaît pour lui dire vas-y, je crois en toi. Je suis à peu près persuadé que même dans le film avec Van Damme, ils ont pas osé la faire celle-là. Même la VF est pas top. Elle est pas horrible non plus, mais ils ont trouvé là encore, c'est une très mauvaise idée, c'est de foutre à l'héroïne une voix de blondasse superficielle. Alors, ok, tout le monde se fout régulièrement de sa gueule parce que bah, c'est la seule blanche et blonde du casting, donc du coup, qu'est-ce qu'elle fout là, la poupée Barbie, quoi, c'est vrai, c'était marrant. Mais du coup, sa VF la rend assez insupportable. Donc, pas un film très bon, pas un très bon film d'arts martiaux non plus. Pour tout vous dire, j'ai acheté le DVD à 7€. Bah, j'ai quand même l'impression de m'être fait enfler. Cependant, pour l'anecdote, et ça je tiens absolument à le partager, si comme moi vous aimez les combats chorégraphiés, je vous invite très fortement à regarder sur YouTube la vidéo Amy vs Seven, qui limite est un meilleur Blood Fight que Blood Fight. Où on voit justement la meuf qui affronte 7 combattants qui ont chacun un style d'art martial différent. Les combats sont extraordinaires, on ressent la violence de chaque coup, l'héroïne douille vraiment à mort, elle est infiniment plus crédible dans son jeu d'actrice. Bref, matez cette vidéo, elle dure 8 minutes à tout casser je crois. C'est vraiment, pour moi, c'est une vidéo à avoir vue au moins une fois dans sa vie, parce que tellement elle est excellente. Et en plus, contrairement à Blood Fight, ça la fout pas à moitié à poil juste pour qu'on se rince l'œil. Ah, putain. À la base, Le Magicien d'Oz est un roman, plutôt connu en plus, sur une petite fille du Kansas qui est prise dans une tornade et se retrouve embarquée dans le mystérieux pays d'Oz, où elle va devoir affronter différents événements, fait longtemps que je l'ai lu, très longtemps, pour finalement rencontrer le fameux magicien, qui semble-t-il est le seul capable de la renvoyer chez elle. Et ce film est censé être un préquel au roman, en nous racontant comment Oscar Diggs, un minable prestidigitateur de 3ème zone qui n'a ni sa langue ni sa queue dans sa poche, va se retrouver accidentellement précipité dans le pays d'Oz, où il apprend qu'il est en fait l'élu d'une prophétie censée anéantir la méchante sorcière. Alors, je vais pas dire que c'est une bouse intégrale. C'est même plutôt honnête, si on le regarde comme un divertissement bas de gamme. Et oui, je sais, le film date de 2013, mais alors, les effets spéciaux et les incrustations... Ça a rarement autant gueulé fake, hein. Il y a aussi pas mal de points qui sont assez ridicules. La pauvre Mila Kunis, qui se retrouve déguisée en sorcière avec le maquillé en vert et tout ça, c'est ridicule. Elle est ridicule, la pauvre. Alors, globalement, le jeu d'acteur est assez bas de gamme en plus, hein. Malgré la VF qui essaie quand même de sauver les meubles. Après, il y a quand même des trucs qui sont assez cool, notamment la scène finale quand le magicien réussit à flouer ses ennemis à sa façon. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de la poupée de porcelaine, qui avait tout l'air de partir pour être la psychopathe du groupe. Et malheureusement, ils ont pas été jusque là. Merde, c'est une opportunité ratée, quoi. Mais je trouve que le film a vachement le cul entre deux chaises, en fait. Parce que d'un côté, il essaye de faire du grand spectacle à la Seigneur des Anneaux, et en même temps, il veut rester proche du conte de fées.
Le mélange rend ridicule comme pas permis. Après, comme je vous l'ai dit, le livre du Magicien d'Oz, je l'ai lu, mais c'était il y a très longtemps. Et il me semblait que déjà dans le bouquin, c'était encore un gros connard fourbe qui pense qu'à sa gueule, quoi. Du coup, lui faire se découvrir un bon fond dans le préquel, c'est un peu con en fait. Et c'est probablement un des univers de fantasy les plus lisses et les plus inintéressants que j'ai pu voir de ma vie. C'est mis à part 2-3 trucs qui sont un petit peu intéressants, c'est du très bof et très classique. Alors oui, c'est quand même un univers de fantasy qui est assez vieux, hein. Le roman, il date quand même. C'est au début du XXe siècle, un truc comme ça. Ah oui, carrément. Date de publication originale 17 mai 1900. Je comprends que l'univers il soit aussi soft, quoi. Le bouquin est sorti 30 ans avant le Hobbit. 30 ans avant le plus grand précurseur de la fantasy médiévale. Tu m'étonnes que ce soit lisse et dépourvu d'originalité. Enfin bon, quand même, voilà, c'était Sam Raimi en plus qui avait réalisé le film, donc il a déjà fait mieux quand même comme boulot. Donc voilà, si vous voulez vous occuper pendant 2 heures, mais vous allez pas en garder un souvenir impérissable. Oh putain, ce que c'est chiant! La version 1975 de La Petite Sirène est un dessin animé japonais, donc survenu presque 15 ans avant la version de Disney. Et au passage, ça me surprendrait pas que la firme de la souris mutante y ait pioché 2-3 idées, parce qu'il y a genre le petit poisson qui accompagne l'héroïne qui fantasme sur la statue du prince, c'est la sorcière des mers qui est affiliée au Kraken et au Muren, avec dans son antre elle a des polypes qui font vachement penser au condamné d'Ursula. Alors ok, c'est des petits détails, mais quand tu t'en rends compte, c'est... Oh, vous avez été salaud quand même. Vous avez vraiment plagié des trucs quand même. Sinon, le film est beaucoup plus proche scénaristiquement du conte d'Andersen. Avec la pauvre petite sirène qui ici s'appelle Marina, et où donc la petite sirène Marina va tomber amoureuse d'un prince humain et va faire un pacte avec la sorcière des mers pour pouvoir obtenir des jambes et espérer épouser son prince. Alors, comment dire, si vous êtes fan de dessins animés de l'époque moderne, et même des plus anciens Disney, à vrai dire, c'est pas bon. Les dessins sont appréciables pour l'époque, même si perso le chara-design à la Senseiya je suis vraiment pas fan. Mais l'animation est pas top, la VF est dégueulasse, et c'est mou. C'est mou, c'est hyper mou, le film ne dure qu'1 heure. Et ben je l'ai senti passer cette heure. Donc traduction, si vous voulez le voir pour parfaire vos connaissances sur les sirènes, vous pouvez. En tant que film, c'est vraiment pas intéressant. Même à montrer à vos gamins, j'ai envie de dire, c'est pas intéressant pour eux. Je pense vraiment qu'ils vont se faire chier. Connaissez-vous Stephen King? Oui, ce petit auteur de seconde zone pas très connu. Il a écrit un certain nombre de romans, dont Charlie, Firestarter de son titre original. Il concernait une petite fille de 5 ans, née de parents ayant subi des expériences scientifiques qui leur confiaient des pouvoirs psychiques, et qu'ils ont du coup involontairement transmis à leur gamine. La gamine a donc développé une prédisposition pour la pyrokinésie, c'est-à-dire la capacité à déclencher des incendies et à manipuler les flammes par la pensée. Le livre aura droit à quelques adaptations assez oubliables, et non, j'ai toujours pas vu le remake moderne, et vu les sauts de merde qui se prend sur la gueule, j'ai aucune envie de le voir. Mais en 2002, va germer l'idée de donner une suite à l'histoire originale. Apparaîtra alors le film Firestarter 2, censé servir de pilote à la nouvelle série. Mais devant des audiences ridiculement faibles, elle sera tout bonnement annulée. Pour le coup, le public a eu parfaitement raison! Parce que dans la catégorie on fait une suite mais sans aucun respect pour l'œuvre originale, ça se pose là. Ce film de 2h40, putain, nous permet de suivre Charlie McGee devenu adulte. Ce qui, sur le papier, est plutôt intéressant. Mais entre le fait que ni la fin du précédent film, ni le roman ne sont canons,
Déjà, quand t'es dans la suite d'une adaptation, ça pue un peu la merde. Plusieurs personnages censés être morts sont toujours en vie. Les talents latents de Charlie sont complètement oubliés. Et surtout, c'est blindé d'incohérences et de facilité scénaristique. C'est genre, la drogue qu'ont testé les parents de Charlie, le Lot 6, c'était un truc gouvernemental, quoi. C'était hyper secret. Sauf que là, on trouve des infos sur le Lot 6 dans les archives d'une bibliothèque. Projet gouvernemental secret, disponible à la vue de tout le monde. Super. T'as Charlie qui est censé être hyper paranoïaque, mais qui accepte de se faire étudier par des scientifiques qu'elle connaît même pas. C'est mauvais. C'est juste très mauvais. J'ai même pas envie de vous dire matez-le comme un divertissement bas du front, parce que c'est même pas intéressant en fait. C'est encore pire que les Batman de Schumacher. Parce que les Batman de Schumacher, eux au moins, ils assumaient qu'ils étaient débiles. Là non, Firestarter 2, il se prend à mort, au sérieux. Et du coup, ça rend encore plus merdique, quoi. J'aurais peut-être dû le mettre en 5ème, lui. 5ème pour 5ème vague, c'est... Ouais, bon. Alors, pour le coup, je me suis fait un peu avoir. Je me souvenais que ce film était adapté d'un roman, mais je me rappelais pas de son auteur. Et du coup, quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah, je pense que c'est de Stephanie Meyer. C'est-à-dire, vous savez, la meuf qui a fait Twilight. Parce que c'est exactement comme son œuvre principale. L'univers a un énorme potentiel. Beaucoup de persos secondaires avaient énormément d'intérêt à être suivis. Mais au lieu de ça, on se contente d'une intrigue prévisible as fuck et d'une romance nunuche. Mais en fait, pas du tout. Pour le coup, c'est pas de Stephanie Meyer. On doit cet ouvrage à Rick Yancey. J'ai jamais lu le bouquin de base, hein, donc je me permets pas de juger le bouquin, là je juge le film. Le pitch, c'est que la planète Terre a subi une invasion alien, qui se trouve se produire en plusieurs vagues. Une EMP, un tremblement de terre, une épidémie, et une invasion par des aliens qui se font passer pour des humains. Le problème, c'est que l'héroïne, Cassie, ne sert à rien. Oui, bon, ok, elle cherche son petit frère, mais ça n'a aucun impact dans l'histoire. On aurait pu se focaliser sur le personnage de la gothique badass, qui elle était vraiment classe, mais non, on préfère la faire humilier par le beau gosse de service dès le premier round, et après elle disparaît pendant quasi toute l'histoire pour revenir un petit peu à la fin. Alors qu'elle était 1000 fois plus intéressante que les protagonistes principaux. Va te faire foutre, film de merde! Quant à l'héroïne, à part le fait qu'elle permette à l'hybride de service de découvrir les sentiments humains, et du coup de venir de leur côté, oui je spoil, là j'en ai rien à carrer, on est vraiment dans les films de merde donc j'en ai plus rien à foutre. Littéralement, à part ça, elle ne sert à rien. J'ai cru à un moment qu'elle avait eu une utilité, parce qu'elle s'était infiltrée dans la base des aliens, et du coup tu vois la base qui commence à exploser un peu partout, je me dis, tiens, elle a déposé des explosifs, elle est utile en fin de compte? Non. En fait, c'est l'hybride qui l'a suivi et qui a plastiqué l'endroit à sa place, qui fait... Oh, en gros, elle ne sert vraiment à rien. Donc apparemment, les meufs ne servent qu'à tomber amoureuses, il faut nécessairement un mec pour faire le boulot à leur place. Bah désolé, c'est pas mon style de film. Bref, ce long métrage peut être intéressant pour les idées des premières vagues, et la séquence asiatique avec la montée de l'eau dans une tour, ça c'était vachement cool. Mais une fois que c'est fait, c'est bon, vous avez vu le principal intérêt du film, vous pouvez passer à autre chose, quoi. Vraiment, il n'y a plus rien d'intéressant. Comment c'est possible de rater un truc avec un pitch pareil? Dans le Far West des États-Unis, une ville de cow-boys va subir un assaut et un enlèvement de la part d'un groupe de vaisseaux aliens. Et en compagnie d'un homme amnésique armé d'un bracelet à la puissance dévastatrice, ils vont se lancer à la trousse des envahisseurs pour sauver les leurs. Avec un scénario comme ça, tu t'attends au minimum à un bon gros délire, à un truc ok qui est peut-être con, mais qui est au moins fun. Même pas. Il arrive même pas à nous foutre des bastons vraiment dantesques entre les cow-boys et les aliens. Le scénario est ultra prévisible. Vous devinez les 3/4 de ce qui va se passer avant... Ouais, presque dès le début, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de facilité scénaristique. Quelques incohérences aussi, mais bon...
En même temps, dans un film qui s'appelle Cowboy contre Alien, tu t'attends pas à un chef-d'œuvre scénaristique, mais c'est vrai que c'est plutôt chiant, genre d'avoir la résistance des aliens qui varie selon que le scénario en ait besoin ou pas. C'est pas, par exemple, au tout début, c'est t'as juste l'espèce de bracelet de Daniel Craig qui réussit à buter les aliens, quoi. Les balles, je crois qu'elles ricochent dessus, carrément. Et non, pour la bataille finale, on a quand même besoin que les humains soient un petit peu utiles. Donc là, c'est bon, on va dire qu'ils arrivent à en buter quelques-uns. Faudra savoir, quoi, merde. Si jamais vous espérez un film féministe parce que on voit Olivia Wilde avec un flingue, c'est pas le cas. La pauvre sert exclusivement d'intérêt amoureux et de princesse en détresse. Heureusement qu'on lui file un petit rôle un petit peu plus important à la fin, et encore, c'est le minimum syndical, quoi. Mais c'est ça le problème, c'est que je peux apprécier des films qui sont extrêmement cons, mais qui savent au moins être fun. J'en ai un dans mon top, vous le verrez demain. Mais là, y a rien. C'est juste chiant. Dans ce film, le fun est porté disparu. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, j'ai même pas envie de vous le conseiller, au moins pour savoir de quoi ça parle, parce que c'est pas intéressant, je suis sûr que vous pouvez trouver beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant à faire, genre faites un puzzle, ou au pire, rangez vos chaussettes, ou faites le ménage, ce sera 1000 fois plus fun et intéressant que ce film. Chiant, incohérent et débile. L'histoire est celle de Makoto, une lycéenne japonaise qui se découvre le pouvoir de remonter le temps. Alors, j'espère que vous n'êtes pas nombreux à en être fans, parce que j'ai détesté. Passons déjà sur le dessin, l'animation et la VF, qui oscillent tous entre le passable et le médiocre. Mention spéciale pour l'héroïne, dont la voix française m'a fait penser erreur de casting à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. L'histoire est chiante. Juste, l'histoire est chiante. Oui, je comprends qu'une lycéenne un peu idiote qui se découvre un pouvoir pareil, elle va d'abord l'utiliser pour son plaisir et tout. Et effectivement, le film gagne un minimum d'intérêt quand elle commence à se manger des conséquences dans la gueule. Sauf que là encore, c'est blindé d'incohérences. Par exemple, là, on a la Tati sorcière, on va dire, à qui Makoto raconte son tout premier voyage dans le temps, et elle la croit tout de suite. Et elle explique que oui, c'est un don spécial pour toutes les jeunes filles, Alors au début, moi j'étais ok, d'accord, c'est un univers où il y a ce truc-là, pourquoi pas. Vu qu'en plus elle avait l'air d'être dans le vrai à chaque fois qu'ils en reparlent, donc why not. Mais non. Non, ça a strictement rien à voir. C'est un visiteur du futur qui a paumé un objet qui lui permet de remonter dans le temps et c'est Makoto qui l'a trouvé. C'est rien à voir avec ce que raconte la Tati. Pourquoi vous avez inventé cette histoire de merde en fait? Oui, ou encore le coup final où en fait Makoto en fait a un nombre de sauts temporels limité. Et à un moment, il lui reste plus qu'un seul coup en réserve, et elle l'a utilisé pour, je crois que c'est pour un truc de merde en plus, Mais elle réussit à ravoir un nouveau saut disponible, parce qu'un autre voyageur temporel a remonté dans le temps avant qu'elle utilise son saut. Sauf que c'est en totale contradiction avec les règles imposées par le film. Si tu te souviens d'avoir utilisé ton saut temporel, c'est que tu l'as utilisé. Si un autre voyageur temporel remonte le temps, bah toi tu n'en auras pas conscience. Même si toi aussi tu voyages dans le temps, tu n'en auras pas conscience. Sauf que là, si elle en avait parfaitement conscience, bah j'ai utilisé mon dernier saut temporel. Ah mais non, l'autre il a utilisé son doigt à ma place, donc je vais pouvoir en réutiliser un. Non, le film ne respecte même pas ses propres règles. Donc voilà, pour moi, la traversée du temps, c'était une sacrée perte de temps. Je vous invite à ne surtout pas le regarder. Donc pour vous, ça, c'est le meilleur Spider-Man de tous les temps. Si c'est ce que vous dites, et si c'est ce que vous pensez, vous n'avez aucun respect pour Spider-Man. L'histoire donc suit la continuité du MCU, avec notamment Peter Parker qui a vu sa double identité révélée au grand public. Ce qui va le conduire à contacter le Docteur Strange pour lui demander de réparer tout ça, ce qui va attirer différents individus du multivers, notamment des super-vilains issus des précédents films. Et déjà, rien qu'avec ce pitch, ça part mal. C'est débile. À la base, le Doctor Strange est censé balancer un sort d'amnésie. Un sort tellement hyper puissant qu'il infecte tout le multivers. Ok, ça pose quelques soucis, mais ok, pourquoi pas. Genre, on imagine, ça c'est tellement puissant que ça va modifier tout ce qui est traces écrites ou vidéos pour... Pourquoi pas, why not? Je veux bien, c'est le logique comics, mais pourquoi pas.
Cependant, grosso modo, l'intérêt du sort, même en admettant que Peter Parker ait demandé à ce que tous ceux qui se souvenaient de son identité continuent à s'en souvenir, ok, bah du coup, rien n'est censé se passer. C'est un sort qui joue sur l'amnésie, qui est sur la mémoire. Ça n'a aucune raison de faire venir d'autres personnages. Même en imaginant que la série Loki a pété le multivers, et là encore, c'est pas vraiment... ça fait vachement bizarre, et limite, c'est une excuse, en fait. J'avais discuté avec un ami, justement, sur ce sujet. Il m'a dit, wow, c'est impressionnant le dégueulis d'effets spéciaux pour te cacher à quel point le scénario est débile. Eh bah oui, oui, c'est totalement ça. Mais en plus, surtout, la continuité du scénario, ouais, c'est débile. C'est une débilité sans nom. Entre les incohérences et les facilités scénaristiques, ça y va. Tenez, un exemple tout con, j'ai vu personne le relever. À un moment, Doctor Strange envoie Peter dans la dimension miroir, et il se met à la manipuler. Comme ça. C'est un monde que je contrôle. Non, Steven, tu ne le contrôles pas. Les seuls qui peuvent contrôler la dimension miroir, c'est ceux qui ont fait un pacte avec Dormammu. Donc à moins que t'aies fait des trucs pas clairs entre deux films, tu ne peux pas. D'ailleurs, le personnage de Doctor Strange est devenu extrêmement con pendant ce film. Il y a énormément de décisions qui sont prises, qui sont complètement débiles. Je vous ai dit, c'est pas le seul à avoir eu une grosse baisse de QI. Et évidemment, la raison pour laquelle les super vilains se retournent contre Spider-Man est là encore complètement stupide. Autant le bouffon vert, tu peux comprendre, tu peux l'accepter, y a pas de problème. Autant l'homme sable. Pourquoi il se retournerait contre Spider-Man ? Il a jamais voulu de ses pouvoirs. Lui, son seul objectif, c'est de sauver sa fille, d'avoir du fric pour la sauver, pour la soigner. Il a jamais voulu devenir un mutant. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi. Au début, je comprenais pas pourquoi donc Philippe Marco et Kurt Connors, donc l'homme sable et le lézard, gardaient constamment leur apparence d'homme sable et de lézard. Alors que à l'origine, 90% du temps, ils avaient l'apparence humaine normale, quoi. Donc tu te dis, pourquoi vous faites ça ? Et en fait, j'ai eu la réponse par la suite. C'est parce que les acteurs d'origine, Flynn Parco et du Dr. Connors, n'étaient pas présents pendant le tournage. C'est en fait, quand vous les voyez sous forme humaine à la toute fin du film, ils n'ont pas tourné ces scènes. Ce sont des découpages de Amazing Spider-Man et de Spider-Man 3. C'est la raison pour laquelle ils ne regardent pas les Spider-Man qui les ont sauvés, et ils ne leur adressent absolument pas la parole. Et quitte à ce que les acteurs puissent pas venir, tu prends d'autres personnages. C'est... Oh là là. Ah oui, un autre truc que j'ai pas vu être relevé, c'est une énorme incohérence. À un moment, tu as Spider-Man Tobey Maguire qui se fait poignarder par derrière par le bouffon vert. Pourquoi est-ce que ni lui ni le Spider-Man Tom Holland n'ont leur sens du danger qui les prévient? Parce que je vous rappelle que Spider-Man Tobey Maguire, c'est précisément la raison pour laquelle le bouffon vert est mort. Parce qu'il a senti que il allait se faire attaquer par derrière, et du coup il a esquivé le coup qui est revenu sur le bouffon vert. Déjà que le MCU a été extrêmement débile à plusieurs reprises sur la gestion du Spider-Sense, mais alors là c'était vraiment atroce. Il y a aussi la gestion des effets spéciaux. Je sais pas pourquoi, mais alors il y a des incrustations et des CGI. Ouh, ça commence à piquer les yeux là. Hein. Notamment, je crois que c'est pour moi la scène qui m'a vraiment... Littéralement, j'ai vu la scène, il y a un bug avec mes lunettes, c'est pas possible, parce que les incrustations, notamment la scène justement où il y a les deux autres Spider-Man qui arrivent, j'ai vu la scène, c'est pas possible, il y a mes lunettes qui ont un problème, les incrustations bavent. Comment vous avez pu laisser passer ça? Je vous rappelle qu'on est dans un film Disney là, les mecs ils ont suffisamment de fric pour se payer plusieurs grosses licences. Comment ils ont pu laisser passer ça? Je vous rappelle que je suis pas un gars qui en général fait très attention aussi à la qualité d'un CGI. Pour que je me mette à gueuler sur les effets spéciaux d'un blockbuster à plusieurs dizaines de millions de dollars, c'est qu'il y a un problème. Il y a aussi le combat final qui m'a beaucoup gêné. Parce que du coup, oui bon là c'est plus un spoil, hein, on a les trois Spider-Man, c'est-à-dire Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Sauf que les trois personnages se battent exactement de la même façon,
et ils ont tous les trois le même costume. Ce qui fait que pendant tout le dernier combat, je me suis dit, merde, attends, lui c'est qui? Lui c'est Garfield. Ah, ok, donc lui c'est Holland. Ok, d'accord. Et du coup, je passais plus de temps à essayer de déterminer qui était qui que de vraiment apprécier le combat. Combat qui est pas particulièrement exceptionnel d'ailleurs. Alors que à l'inverse, on aurait pu avoir justement Tobey Maguire qui débarque en mode, bah, j'ai pas pris mon costume, je pensais pas que j'allais téléporter dans un autre univers. Tom Holland qui garde son costume noir et jaune, qui est certes moche, mais qui au moins aurait fait une différence, et avec Andrew Garfield, qui du coup aurait été le seul à avoir le costume rouge et bleu habituel. Là au moins ça aurait permis de facilement les différencier. On aurait même pu en faire revenir un avec le costume noir, ce qui aurait été infiniment moins insultant que le caméo merdique de Tom Hardy. D'ailleurs, pourquoi vous avez fait revenir que des Peter Parker? Il y en a eu d'autres, hein, des Spider-Man qui connaissaient son identité. Il y avait Miles Morales, il y avait Spider-Gwen, il y avait Silk. Ouais, non, quoique Silk, ils ont l'intention de lui faire sa propre série. Donc, d'ailleurs, si elle pouvait relever un petit peu le niveau de Spider-Man du MCU, ça serait bien. D'ailleurs, pourquoi vous avez pas fait revenir d'autres ennemis de Spider-Man, genre le Vautour ou le Scorpion, qui était vachement teasé dans la scène post-générique de son premier film. Donc, pour moi, No Way Home, c'est un ratage. Pas de A à Z, hein, il y a quand même quelques aspects qui sont assez plaisants, notamment le fait que le film est un gros doudou nostalgique, on va pas se mentir là-dessus. J'étais hyper content de retrouver le Tobey Maguire en Peter Parker. J'étais heureux de revoir le Docteur Octopus. J'étais heureux comme pas permis, c'est mon méchant favori de tous les films confondus. On a même quelques scènes de dialogue qui sont super bien écrites. Quand vous voyez le niveau global du film, vous avez quelques petits points de fait. Ah, ça c'était bien en fait. On aurait pu rendre le film tellement plus intelligent, on aurait pu aller tellement plus loin avec le Spider-Verse. Clairement, si pour moi il y a une preuve que le MCU est en train de couler à pic niveau qualité, c'est No Way Home. Franchement, je déconseille à quiconque, et surtout aux fans de Spider-Man, de le regarder. Parce que c'est une bouse intersidérale. C'est une monstrueuse perte de temps et un foutage de gueule à pratiquement tous les niveaux. Alors, si jamais vous l'avez aimé, je vais pas vous dire que vous avez pas le droit, hein, tous les goûts sont dans la nature, je vais pas vous cracher dessus pour ça. Mais je suis prêt à parier que si vous l'avez apprécié, c'est à cause du côté divertissement et nostalgie. Parce que oui, là-dessus, il fait son taf. Mais essayez de vous poser et de regarder le truc objectivement. Scénaristiquement, et même techniquement, c'est mauvais. C'est un très mauvais film. Et de savoir que il y en a qui sont en train de le porter au nu comme quoi c'est le meilleur film de tout le MCU. Mais c'est un truc aussi nul, débile et sans aucun respect pour le lore ou pour les spectateurs. Je vous jure que pendant pratiquement tout le film, j'avais l'impression d'avoir les scénaristes et les producteurs qui étaient en train de me faire un gros doigt d'honneur pendant tout le long métrage. Voilà, c'est No Way Home, c'est sans aucune hésitation le pire film que j'ai pu voir en 2022. Voilà, on en a terminé avec le flop des films de 2022. Je vais donc vous donner rendez-vous pour demain, si tout va bien, pour le top des films de 2022. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.